On a l'image figée dans la mémoire collective, un coffre de voiture referme dans la nuit, une feuille de revendication qui claque. Comme une gifle, et un nom qu'on chuchote encore avec un mélange de colère et de chagrin, Pierre Laporte. Mais si je te disais que derrière ce nom, devenu symbole, vivait un homme de chair et de nerfs, ambitieux, drôle par éclat, vulnérable. Quand la porte se refermait chez lui, un mari qui écrivait à aube, un père presse par le temps, un collègue magnétique, et, oui, un homme qui faisait tourner des tétés, dont la proximité avec les femmes des salles de rédaction et des couloirs ministériels alimentait autant l'admiration que les commérages. Voilà le paradoxe qui accroche, l'icône tragique, et l'homme au quotidien, avec ses éclats, ses zones d'ombre, ses amitiés, ses hésitations. Ses regards trop longs ou trop brefs. Accroche-toi, plus on avance, plus ça serre. Ce qu'on retient d'abord, c'est la vitesse. Montréal au milieu du XXe siècle n'est pas une ville tranquille, c'est une plaque de cuisson. Ça pétille dans les cafés en fume, ça s'empoigne dans les éditos, ça bouillonne sur les bancs de l'Assemblée législative. Dans ce tumulte, un jeune journaliste au regard vif fait sa place. Il adore les heures creuses où la ville hésitait entre la nuit et le matin, quand les presses démarrent et que la première copie sent l'encre fraîche. Il aime le craquement des cliches qu'on bouscule sur la table de montage, la phrase qu'on taille au couteau pour qu'elle frappe juste. On le voit se pencher au-dessus d'un texte, non, pas comme ça. Plus clair, plus serre. Il ne parle pas fort, mais on l'écoute. On sait qu'il a ce sens du rythme, cette obsession du mot utile, du mot qui coupe court aux circonvolutions. On le dit tenace. On le dit aussi charmeur, et ce n'est pas qu'une formule. Il a l'art du contact humain, il te regarde quand tu pars, il retient des details, il se rappelle les prénoms. Dans un milieu où les égos claquent comme des drapeaux, ça compte. Et puis, il y a sa façon d'être au monde. À l'extérieur, la carrure d'un homme de dossier, à l'intérieur, une impatience, ou un feu, qu'on appelle parfois ambition, parfois besoin de laisser une trace. La politique n'était pas, au départ, son refuge naturel, mais la force de voir l'action de loin, ça démange. On raconte des soirées où il sort d'une réunion en secouant la tête, on écrit sur la pluie, mais qui passe la serpillière. La phrase semble anodine, c'est une profession de foi. À partir de là, l'ascension est un escalier pris 2 marches à la fois. Le dossier du travail. Les syndicats. Les arbitrages. Le téléphone qui n'arrête pas. Et, dans le même souffle, l'autre téléphone, celui de la vie privée, tu m'attends. Je vais être tard, désolé. Garde-moi un morceau de tourtière. Ce sont des bribes, mais la vie de cet homme se raconte aussi dans ses excès de vitesse, trop de dossiers, trop de rendez-vous, trop peu d'heures à table. On se dit qu'il tient par le cœur, par la tête, par la volonté. Pendant ce temps, les rues grondent de plus en plus fort. Dans son orbite, il y a des femmes. D'abord celles qui partagent sa table, ses matins, ses inquiétudes. Elle voit ce que les autres ne voient pas, l'homme fatigue, l'oreille collée au poste qui grésille de nouvelles alarmantes, la crampe. Au doigt après des heures de notes manuscrites. Elle reçoit parfois un bouquet quand ça va trop vite, parfois, juste un mot sur un coin de nappe, pardon. Leur histoire se construit comme tant d'autres au Québec de cette époque, entre l'attachement et l'absence, entre les rituels familiers et la brutalité de l'actualité. Et puis, au bureau, dans les commissions, au cocktail où l'on cause, il croise des journalistes, des secrétaires parlementaires, des chefs de section, des adjointes qui ne s'en laissent pas imposer. On sourit à son entrée, pas parce qu'on veut le flatter, mais parce qu'il a ce truc pour décoincer la glace, pour transformer un corridor en petit théâtre où la tension retombe. Les conversations filent, rapides, parfois très tard. Les rumeurs font partie du décor comme la fumée des cigarettes, omniprésente, flottante, souvent injuste. Elles s'attachent à tout homme public qui parle bien et qui aime écouter. Lui, il sait. Il sait aussi que l'important, c'est la ligne droite du travail. Mais les regards existent, les malentendus aussi, et l'époque n'est pas douce. Écoute la musique de ces années-là. Un battement sec, des tambours dans les manifs, des slogans scandants, des porte-voix qui saturent. Tu entends les pas. On marche, on débat, on s'est chauffé. La révolution tranquille a ouvert des fenêtres, il y a un courant d'air. Les mots, dignité, travailleur, francisation, autodétermination, s'entrechoquent aux tables de cuisine. Lui,
au milieu de ce durcissement, refuse le théâtre creux. Il va aux tables de négociation. Il absorbe les griefs, il coupe dans le gras, il cherche la passerelle. Ce n'est pas le genre d'homme à laisser une chaise vide. Il sait comment éviter que la discussion tourne vinaigre, comment poser la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous dites vouloir. Parfois, ça marche. Parfois, ça casse. Dans ces cassures, on voit aussi la fatigue ronger les traits du visage. Les journaux publient sa photo, la lumière crue du flash donne à ses yeux une dureté que ceux qui le connaissent ne lui reconnaissent pas. Il ne veut pas être l'homme d'une caricature. Il ne veut pas être non plus l'homme d'un simplisme. Et la vie privée, dans tout ça? Elle devient une île qu'on essaie de rejoindre à la nage. Une fin de semaine en famille se transforme en demi-journée, puis en 2 heures coincées entre un point de presse et un souper de travail. Les enfants, eux, apprennent à déchiffrer le langage des attaches. Quand le manteau repart sur l'épaule, c'est mauvais signe. Quand le chapeau reste sur le dossier, papa est à nous pour un bout. Il existe une tendresse solide dans cette maison-là, une tendresse qui ne s'exhibe pas. Et si tu demandes, était-il infidèle? Était-il pris dans des intrigues amoureuses? Tu entres sur un terrain où la rumeur aime danser. Ce qui est certain, c'est l'aimantation qu'exercent les responsabilités et la parole, et ce que cet aimant fait au lien. Dans les corridors, les sourires échanges sont parfois pris pour ce qu'ils ne sont pas, à table, les silences en disent long sur le poids qu'ils portent. Mais attention, là où d'autres racontent des feuilletons, nous, on reste avec ce qui se voit vraiment, un homme qui essaie de tenir. Ensemble 2 fidélités, celle au public et celle au sien. Et c'est déjà assez dramatique. Puis arrive l'automne. Le vent se met à cingler les vitres. La lumière tombe plus tôt, et avec elle la patience collective. On ne le sait pas encore, mais la suite va dérailler. Les agendas se remplissent de réunions urgentes, les polices d'écriture sur les tracts se font plus noires, plus épaisses. Les voix graves dans les émissions du soir multiplient les « si » et les « jusqu'où ». Lui, il continue, obstine, à croire qu'on évitait les catastrophes en parlant trop plutôt que pas assez. Dans son entourage, on conseille de se ménager. Il hausse les épaules. Il n'a jamais appris à y aller mollo. Une phrase revient, comme un tic, après ça, je ralentis. Après quoi? Après la signature, après la crise, après l'orage. Il ne sait pas que l'orage a déjà commencé. Imagine une cuisine, tard. La maison s'est endormie. Il appose ses lunettes à côté d'un dossier huileux de doigts. La radio flotte dans un coin, un poste faible qui grésille, mélange d'anglais et de français, d'actualité et de résultats de sport. Il se sert un café tiède qui a vécu trop longtemps. Il regarde la fenêtre, ne voit que son reflet. C'est un de ces moments où tout pèse et se suspend à la fois, où l'homme public et l'homme privé tentent une trêve fragile. Que se dit-il? Qu'il voudrait réparer des promesses qu'il a manquées. Qu'il voudrait être présent à la fois partout. Qu'il ne sait pas choisir sans perdre. Il sourit tout seul, une drôle de lucidité, presque une paix. À l'autre bout de la ville, d'autres veillent, mais avec une détermination d'acier. Il existe des nuits qui se préparent comme des coups de théâtre, avec des repérages, des rendez-vous codes, des points serrés autour d'une idée. Dans l'air, on dirait qu'une corde se tend et va céder. Et lui, au milieu de tout ça, ne ressemble pas à un symbole, il ressemble à ce qu'il est, un homme qui, demain, doit arbitrer entre 2 positions inconciliables, un homme qui, demain, doit rentrer à l'heure pour un souper promis. Ce mélange d'intime et de public, voilà la clé. C'est ce qui rend la suite insoutenable. Quand on arrache un homme à sa maison, on n'enlève pas qu'un ministre, on arrache un père à la table, un mari à la vaisselle qui sèche, un regard à ses regards. C'est pourquoi l'histoire de Pierre Laporte ne peut pas se raconter comme un simple dossier politique. Elle se raconte à hauteur d'homme, des portes qui claquent, des appels qui tombent mal, des scènes, des colères rentrées, des mains qui se prennent et se lâchent. Elle se raconte aussi à hauteur de femmes, celles qui l'ont soutenu, celles qui ont argumenté face à lui, celles qui ont été injustement accusées de gravité autour de son orbite, celles qui ont témoigné de sa rigueur et de sa distraction quand un problème lui accrochait les neurones. Dans cette humanité-là, il y a déjà toute la tragédie. On dira plus tard que tout allait trop vite. C'est vrai. Mais ce n'est pas la vitesse qui brise, c'est l'angle du choc. Et ce choc,
Il vient de la collision frontale entre des rêves collectifs presse et des institutions qui n'avancent qu'à la vitesse des signatures. Dans le bruit, sa voix n'a pas été la plus forte, mais c'était une voix qui tenait la note juste, celle du compromis, du detail qui rend possible. C'est moins photogénique qu'un slogan, mais c'est ce qui évitait les saignements. Et pourtant, le crochet dramatique, c'est qu'au moment même où la ville semblait n'être plus que clameur, la maison, elle, cherchait un peu de normalité. De la soupe du lundi. Des blagues recyclées. Une promesse d'aller marcher sur le Mont-Royal le dimanche. Le genre de promesse qu'on remet. Le genre de promesse qu'on regrette ensuite toute une vie. Cette tension-là, entre une intimité qui réclame et un dehors qui trébuchait, va se déchirer d'un seul coup, dans un fracas de métal et de cris, et tu sais déjà, toi, comment se terminera la photo. Mais avant d'arriver à la nuit la plus noire, il faut comprendre l'heure en plein jour. Alors on reprend. Le parcours. Les bras de fer. L'obsession d'un Québec qui se tient debout, mais sans se rompre. La méfiance envers les raccourcis, la patience chèrement gagnée dans les consultations qui s'éternisent autour de tables trop longues. Les alliances qui se font et se défont. Et au milieu, toujours, ces regards échangent avec des femmes fortes, collègues, adversaires, citoyennes, qui ont reconnu chez lui quelque chose d'utile, une capacité de traduire la colère en mesures concrètes, l'exigence en échéancier, la flamme en projet. C'est là, peut-être, la source des fameux, on dit, un homme public qui accorde de l'attention, de l'écoute, de la place. Dans une époque où trop d'hommes coupent la parole, lui, souvent, la rend. Ça déplace de l'air. Ça attire. Ça dérange. Et ça fait parler, forcément. On pourrait s'arrêter ici, suspendre le temps avant la rupture, retenir la respiration. Mais ce serait trahir la logique du récit. Car la suite s'écrit déjà, la pression qui monte, les nervosités qui s'aiguisent, le trace d'un itinéraire qui ne figure sur aucun plan de ville. Et au cœur de cette progression, il y a encore cet homme, avec son élégance un peu raide, son crayon qui tape le bord d'un dossier. Son réflexe d'appeler pour dire « je rentre ». Pas trop tard, promis. La promesse restera en suspens. C'est ça, la fissure qui s'agrandit sous nos pieds. Il y a des vies qui s'écrivent à l'encre d'imprimerie avant de virer au sang. Pierre Laporte, c'est d'abord un stylo, des coups d'épaule dans la mêlée, et cette manie de nommer les choses sans fioriture. Dans la salle de rédaction où les cendriers débordent, il taille des phrases qui claquent et expose la mécanique d'un régime qu'il juge jusqu'à la corde. Le jeune reporter, fraîchement diplôme en droit de l'Université de Montréal, élevé à barre, pas de demi-mesure, pas de « peut-être ». Il s'attaque aux puissants, signe des séries qui remuent la vase, et se met du monde à dos, dont le Premier ministre d'alors, qui elle étrié en public pour ses révélations. Ce n'est pas une posture, c'est une habitude d'esprit. Et bientôt, ce réflexe de débusquer le faux va l'entraîner de l'autre côté du comptoir, là où les décisions brûlent les doigts. Ce passage de la plume au pupitre, il le vit comme on franchit une porte qui grince, sans élégance, mais avec résolution. Élu député de Chambly en 1961, confirme et reconfirme par les urnes, il se jette dans l'ouvrage comme on s'attaque à une grange. Feu à deux seaux d'eau à la fois. On lui confie les affaires municipales, puis les affaires culturelles, il s'use la voix dans des réunions qui n'en finissent plus. Puis remonte sur ses pieds et recommence. Et quand les libéraux reprennent le pouvoir au tournant de 1970, le voilà catapulte à l'avant-scène, leader parlementaire, ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, ministre de l'Immigration, puis numéro 2 du gouvernement. Une marche après l'autre, sans pause, jusqu'à ce que le souffle manque. Mais coupe le son des salons ministériels, approche-toi de la maison, sur une rue tranquille de Saint-Lambert. À la table, il y a une femme qui s'appelle Françoise, droite, persuasive sans hausser le ton, solide comme un rivage, et des enfants au rire franc. Eux, ils ne voient pas le ministre, ils voient le père qu'on attend pour souper, le mari qui laisse un mot griffone, « Je reviens tard ». Leur histoire commence bien avant les gyrophares, un bal de finissant, un mariage en 1945, et une famille qui grandit, puis se serre. Après une perte qui fend le cœur d'un parent pour toujours. Plus tard, quand la tragédie aura tout arraché, Françoise avancera encore, juge de la citoyenneté, grand-maman, mémoire vive d'un amour interrompu. Dans une province qui apprend à se moderniser, elle incarne cette force silencieuse des femmes du Québec, celles qui soutiennent
discutent, décident, et n'ont pas besoin de pancarte pour l'annoncer. On glisse souvent, quand on parle d'homme public, vers le roman des « on dit », qui a souri à qui a prolongé un regard, qui a pris un café devenu trop long. Pour Laporte, la rumeur n'est jamais restée loin, un homme qui écoute, qui mémorisait les prénoms, qui fait de la place autour d'une table attire autant les confidences que les soupçons. Oui, il aimait les conversations à bâton rompu, y compris avec des collègues et des adversaires qui n'avaient pas peur de lui tenir tête. Oui, il entretenait des relations de travail étroites avec des femmes, journalistes, adjoints, chefs de cabinet, parce qu'il valorisait l'argument bien ficelé et l'intuition juste. Est-ce que ça a fait jaser? Évidemment. Est-ce que quelqu'un a jamais prouvé la moindre intrigue? Non. Et l'époque, friande de cancans, n'a pas pu faire mieux que de murmurer dans les corridors. La vérité, moins romanesque mais plus tenace, c'est qu'il tenait à sa maison comme à son portefeuille de dossier, et qu'il savait qu'on ne gagne rien à perdre les siens. Dans le jour, sa politique est faite d'angle droit. Il tranche, il cadre, il revient à la charge. Il a le tic de tapoter un crayon contre la reliure quand l'argument adverse patine. On lui reproche d'être impatient, il répond que la patience, ça s'use quand on s'assoit dessus. Autour de la table, des femmes aguerries, dirlots, analystes, attachés, lui servent la contradiction avec la même intensité. Il aime ça, il s'en nourrit. C'est d'ailleurs souvent par cette écoute obstinée, y compris des voix qu'on ne sollicite pas assez, qu'il dégonflait des ballots idéologiques. Pour retrouver le chantier concret, qui embauche qui paie quoi, à quelle date. Ce n'est pas sexy. C'est utile. Et dans une conjoncture où les mots, travail, langue, dignité, s'entrechoquent, l'utilité devient une vertu cardinale. Regarde maintenant le thermomètre social grimper. Le Québec de 1970 n'est plus la province de l'avant-veille, les rêves d'émancipation chauffent le plancher, les organisations s'agitent. Les manifestations enflent. Des groupuscules armes se persuadent que la poudre répondra plus vite que le bulletin de vote. Quand des diplomates et des ministres reçoivent des menaces, on se dit que c'est un théâtre de slogans. Et soudain, l'irréparable se met en marche, un diplomate britannique est enlevé, le gouvernement, la police, les rédactions entrent en mode panique calme. Pierre, lui, réagit en homme de gouvernement, on garde la tête froide, on parle, on dénoue. Mais le terrain s'ouvre sous ses pieds. Dans son quartier, l'automne a cette lumière tranchante qui découpe les silhouettes, à l'Assemblée, les couloirs bruissent d'urgence contradictoires. La crise a commencé et ne dira son nom que trop tard. C'est ici que la tension se vrille. Les exigences des ravisseurs s'empilent, les communiques tombent, et le Québec se découvre pris dans un engrenage, si l'on cédait, on créait un précédent, si l'on ne cédait pas, on joue avec des vies. Les débats déchirent les cuisines et les caucus. La radio répétait des phrases qu'on n'aurait jamais cru entendre ici. La nuit, dans Saint-Lambert, la maison Laporte cherche une routine parmi les voitures qui ralentissent et les inconnus qui regardent trop longtemps. Lui continue ses rendez-vous, obstinément. Il n'a pas de garde du corps, mauvais calcul, et il s'accroche à l'idée que la parole, bien menée, peut tout empêcher. C'est une croyance, mais aussi une habitude, il passe sa vie à régler des conflits par la précision. Cette fois, la précision ne suffira pas. Scène suivante, un samedi qui bascule. Fin d'après-midi sur une pelouse, un ballon qu'on renvoie du pied, un souffle de repos enfin. Des silhouettes approchent, les voix sont neutres, trop neutres. Une arme sort, le temps se contracte. On le pousse vers une voiture, on le coince, on disparaît. Dans la maison, le silence se remplit d'un cri qu'on n'entend pas encore. La nouvelle court plus vite que la police, un ministre a été kidnappé chez lui, devant sa famille. L'idée même paraît irréelle, le sol se dérobait. Ceux qui aiment Pierre l'aident les yeux vers des plafonds trop bas, ceux qui le détestent serrent les mâchoires. Dans la province, des milliers de gens retiennent leur souffle sans s'être donne le mot. Et au gouvernement, tout se met à tourner plus vite que les horloges. On apprend vite que l'homme en V n'est pas n'importe quel ministre, c'est le bras droit politique du Premier ministre, la charnière entre l'idéologie et l'atelier. Les ravisseurs veulent de la tribune, des prisonniers libérés, de l'argent, un avion. L'onde de choc renverse les habitudes constitutionnelles, la loi de crise est invoquée, l'armée protégée, la police arrête à l'appel. Les partisans et les adversaires crient chacun à l'excès inverse.
Et au centre du cyclone, une lettre, Pierre, depuis sa cache, écrit à Robert Bourassa, dans un français familier, tendu, presque pudique. On entend sa voix dans les mots. On imagine sa main tremblante, l'œil qui calcule les chances, la pensée qui retourne toujours au sien. Tu ne peux pas lire ce passage sans visualiser la pisse où il est retenu, l'odeur d'humidité, le plancher qui craque, le ruban adhésif qui arrache la peau. La politique devient viscérale. Revenons à l'angle intime, parce que c'est lui qui broie vraiment. Françoise, elle, ne négociait pas avec des ultimatums, elle négociait avec l'horloge. Chaque minute est une gifle. Les enfants apprennent l'art cruel d'espérer sans s'effondrer. Les voisins déposent des plats sur le perron, sans frapper. Les journalistes, plusieurs femmes parmi eux, se tiennent à distance juste, conscientes que le devoir d'informer peut déraper en voyeurisme. Dans les salles de rédaction, on se renvoie des regards lourds, beaucoup ont connu Pierre, beaucoup ont débattu avec lui, et maintenant il est un otage. Dehors, les lignes se durcissent. Dedans, tout se réduit à une prière muette, qu'il revienne vivant. Et pendant que la province débat de principes, des policiers fendent la nuit, des soldats montent la garde, des ministres se creusent la tête jusqu'à l'épuisement. On répétait des scénarios d'échange, on jauge la fiabilité d'intermédiaires, on multiplie les « si ». La ville entière cherche la cache comme on cherche un enfant perdu, avec méthode et panique mêlée. Dans un garage, quelque part, un coffre de voiture attend sa sinistre mission, et personne ne le sait encore. Le moindre bruit devient suspect, le moindre retard d'ascenseur, insupportable. L'air est calibre par l'angoisse. Or, même ici, la figure de l'homme, et ses rapports aux femmes, demeurent lisibles. Tu vois cette adjointe qui refuse de rentrer se coucher, qui relit les notes du ministre pour trouver une piste, une intonation, un chiffre oublié. Tu vois cette journaliste qui a été son adversaire le temps d'un débat et qui, ce soir-là, se surprend à pleurer en cachette dans les toilettes de la salle de presse. Tu vois sa femme, droite, qui répond peu, qui tient. Cette mosaïque-là contredit les récits réducteurs, l'homme n'était pas un Don Juan de carton, il était un pôle de gravite. Et quand un pôle tombe, beaucoup de choses s'effondrent autour, y compris des clichés. La mécanique de la crise, elle, ne ralentit pas. Jour après jour, la liste des arrestations s'allonge, les communiques des ravisseurs deviennent plus rageurs, la population se fracture. Entre ceux qui acceptent l'exception et ceux qui crient au dérapage. On a rarement, ici, mesure à quel point la question tenait à des vies singulières, un diplomate anglais d'un côté, un ministre québécois. De l'autre, des familles aux deux bouts du fil. Les conversations de cuisine virent à la stratégie, échanger qui contre quoi, à quel prix. Les mots « liberté » et « ordre » perdent leur capital et se mettent à nu. Et quelque part, dans une piste voûtée de peur, un homme compte les heures avec son souffle. Puis arrive le point de bascule, celui qu'on n'ose pas prononcer tant qu'il reste une lueur d'espoir. Tu le sens dans la façon dont les autorités évitent certains termes, dans l'électricité des micros, dans les regards fuyants des porte-paroles. La suite, tu la connais, même si tu t'efforces de l'oublier. On annoncera une exécution. On retrouvera un corps dans un coffre. On débattra des mots, meurtre, accident, lutte qui a mal tourné. Mais ici, à ce moment précis du récit, on est encore dans la prière suspendue. On ne sait pas que la photo la plus célèbre de la crise est déjà écrite, quelque part, dans un bois près d'un aéroport. Et juste avant que la nuit tombe pour de bon, on entend encore la voix, intérieure, de l'homme qui se promettait de « rentrer pas trop tard ». Il y a des nuits où un pays entier vieillit d'un coup. Celle-là, tu la connais, la radio qui craque, les rues qui se vident plus tôt que d'habitude, les voisins qui se parlent à voix basse. Comme si le timbre même de la voix pouvait faire dérailler le destin. Le lendemain, la nouvelle tombe avec la brutalité d'une chaîne qui cédait, on a exécuté Pierre Laporte. Le mot coupe net. Dans les salons et les salles de pause, sur les lignes d'assemblage et dans les classes, on reste fige, puis quelque chose s'effondre. À l'intérieur comme une étagère mal ancrée. À Saint-Hubert, près de l'aéroport, une voiture abandonnée devient un hôtel involontaire. À la télé, les visages sont gris, au gouvernement, les phrases trottent trop vite pour être vraiment pensées. Dans les pages des journaux, on lit l'inimaginable, un ministre québécois, enlevé en plein jour, retrouve mort dans le coffre d'une auto. C'est partout et c'est nulle part, c'est l'instant où la peur prend une adresse et un prénom.
Le dit-il brut, il est foudroyant, mais il ne raconte pas tout. Il y a la mécanique, une cellule, 4 noms qui deviendront tristement célèbres, une fuite qui s'imagine glorieuse, des communiques qui jettent de l'essence sur un brasier. Paul et Jacques Rose, Francis Simard, Bernard Lorty, on apprendra vite ces patronymes à contre-cœur, comme on mémorisait les étapes d'un accident pour tenter d'en conjurer la répétition. Leur calcul, c'était la scène, leur arme, le choc. En face, l'État répond avec la plus lourde boîte à outils, suspension de liberté, arrestation à l'appel, soldats dans les rues. Le tout sous l'égide d'une loi d'exception qu'on n'avait jamais activée en temps de paix. Et dans ce duel de principes, une vie se brise par un concept, pas un slogan, une vie. On se demande, comment en est-on arrivé là? Les jours précédents, les communiques menaçaient, les radios décomptaient les heures, et Pierre, lui, écrivait, demandait, implorait. Sans s'abandonner, une lettre au Premier ministre, une voix qui traverse la cache comme un fil de cuivre tendu. On ne lit pas ces mots comme un document d'archives, on les reçoit comme un souffle humain, grêle d'angoisse et d'entêtement. Et pourtant la bascule était enclenchée, le gouvernement, presse par l'urgence, verrouille, les ravisseurs, presse par l'idéologie et la panique, durcissent. Entre les deux, le tissu humain cédait. La suite, on l'a proclamé devant micro et caméra, étranglement, corps en tasse, tronc refème, taire l'odeur, avoir, fait ce qu'il fallait, pour ne pas laisser de traces. On dira des versions, on chipotera des mots, on tentera même de raconter un accident. Mais l'évidence reste, un homme a été tué dans une piste trop petite, puis abandonne dans le noir d'un coffre. C'est assez. Ce qui mord le plus, ce n'est pas seulement la brutalité, c'est la collision avec l'intime. Retourne une seconde dans la maison de Saint-Lambert. La veille encore, on vivait avec des promesses de souper tôt, des rituels simples, des bouts de papier aimants sur le frigo. Le lendemain, on apprend par un flash, exécution. Françoise, droite comme un phare en plein grain, traverse la tempête avec une économie de mots qui force le respect. Il y a eu dans leur vie des joies tranquilles, des chagrins farouches, dont la perte d'une enfant, cicatrice qu'on ne commente pas, qu'on porte. Ce matin-là, elle devient le visage de la dignité. Aucune pause, aucun artifice, juste la force nue d'une femme du Québec qui ne recule pas devant le chagrin, qui organisera plus tard. La mémoire jugera ensuite la citoyenneté d'autres vies avec la même droiture. Elle est la preuve vivante que les liens privés peuvent survivre à la foudre publique. Autour d'elle, des femmes et des hommes tiennent le fil. Dans les salles de rédaction, beaucoup, y compris des journalistes qui l'avaient confrontent, pleurent sans témoin, puis redressent l'échine pour raconter sans hystérie. Dans les ministères, des adjointes, des chefs de cabinet, des analystes épuisés relisent des notes pour comprendre si l'on a rate quelque chose, une nuance, une passe naturelle vers un dénouement sans mort. Dans les quartiers, des enseignantes expliquent à des classes médusées ce qu'est une loi d'exception, ce que signifie être arrête. Sans mandat, ce que devrait vouloir dire raison d'État. Et dans les maisons, des mères allument la radio plus bas pour que les enfants dorment, mais elles ne dorment pas, elles. L'histoire, ça n'arrive jamais seul, ça se fracasse toujours contre la vaisselle du quotidien. Puis vient le temps des gestes publics. Les drapeaux à demi-mat. La liturgie dont on sait qu'elle est moins pour le défunt que pour l'ensemble de ceux qui restent, éparpillés, tremblants. Un cercueil, des pas-mesures, la pierre froide d'une basilique qui amplifie chaque souffle. Montréal marche à pas compte, et ce n'est pas seulement la capitale qui pleure, c'est une idée d'elle-même. On se souvient de l'alignement des uniformes, de la lenteur obligatoire de la cérémonie, de ces fleurs trop propres qui contrastent avec la violence de la mort. L'enterrement d'un ministre tombe en fonction, c'est une affaire d'État, c'est la République canadienne qui se donne un rituel pour tenir debout, malgré la honte et la rage. Mais si tu t'approches, si tu veux la vérité la plus dense, elle n'est pas dans le protocole, elle est dans les doigts qui serrent. Trop fort un mouchoir, dans les épaules qui tremblent qu'on essaie d'immobiliser, dans le regard fixe d'une femme qui n'a pas fini de parler au disparu. Et comme toujours, après l'éclair, vient la comptabilité froide. Les policiers multiplient les descentes, l'armée referme son quadrillage, des mandats pleuvent, des portes cèdent, des planchers grincent sous des bottes neuves. Le 6 novembre, on cueille Bernard Lorty, en décembre, on met la main sur les frères Rose et Francis Simard cache sur une ferme. Ils seront traduits en justice, ils plaideront, ils écriront, ils théoriseront. Certains,
plus tard, chercheront à complexifier l'instant de la mort, à en faire une fatalité technique, un déraillement non voulu. Mais la société, elle, n'oublie pas que le point de départ, c'était un enlèvement arme, une séquestration, une chaîne au pied d'un homme, une mort que rien n'absout. Les débats légitimes sur l'état d'exception n'effacent pas l'irréparable, et ils l'encadrent, ils interrogent notre capacité à répondre sans nous défaire. Reprenons le fil des relations, parce que l'homme qu'on pleure n'était pas un pur symbole. Dans le monde discret des cabinets, Pierre entretenait des rapports de travail serres avec des femmes qui ne cachaient ni leur ambition ni leur exigence. On a souvent voulu transformer cette intensité en roman photo, des cafés qui durent, des confidences qui glissent. La vérité est moins commode, il avait l'oreille attentive, il savait reconnaître une compétence, et il s'entourait de gens, femmes et hommes, qui pouvaient le contredire sans trembler. Là où certains voyaient de l'intrigue, d'autres reconnaissaient du respect. Ça fait moins vendre des unes, mais ça bâtit des politiques. Et si la rumeur colle au pas des figures publiques, c'est aussi parce qu'on préfère parfois l'insinuation au travail patient qui ne fait pas de bruit. Ici, dans la balance, on mettra la fidélité au foyer et l'exigence au bureau, et ça penchera souvent du côté du devoir, au détriment du souper. Ça ne rend personne coupable, ça rend tout le monde fatigue. Le bruit ambiant, lui, ne se contente pas de l'intime, il fouille, il gratte, il cherche des liens occultes, des fréquentations compromettantes. Au détour d'un manifeste, des ravisseurs joueront la carte de la salissure, en évoquant des proximités supposées avec le milieu. Une vieille tactique, si tu ne peux pas gagner sur le terrain moral, tente de traîner l'adversaire dans la boue. C'était un pari cynique, faire croire qu'on avait mis la main sur le « charte de la corruption », pour justifier l'ignoble. Ça n'a pas tenu devant la lumière des faits, mais l'ombre laisse une trace dans l'imaginaire. Ce qui restera, ce ne sont pas ces insinuations, c'est l'obsession de Laporte pour le concret, budget, embauche, négo et la manière qu'il avait d'écouter les voix fortes, y compris quand elles venaient de femmes qui ne demandaient pas à permission pour parler. Tu remarques le glissement. On acquitte la fureur du moment pour entrer dans l'après-coup, ce territoire où l'on reconstruit, où l'on inventorie, où l'on choisit. Ce qu'on veut retenir, et ce qu'on préfère oublier. Dans les classes d'histoire, la crise d'octobre est devenue une chronologie, enlèvement d'un diplomate, enlèvement d'un ministre. Loi d'exception, mort, arrestation, exil de l'autre cellule. Mais en dehors des manuels, elle reste une cicatrice ouverte qui traverse des familles, des rues, des habitudes de parler. Elle hante les soupers où l'on évitait certains sujets, elle parfume d'une odeur d'ozone les débats sur la sécurité et la liberté. À chaque commémoration, quelqu'un réallume la chandelle, à chaque anniversaire, quelqu'un souffle dessus avec maladresse. Le deuil, ici, n'a jamais été entier, parce qu'il touche autant l'idée qu'on se fait du pays que le souvenir d'un homme. Et si tu veux saisir le cœur battant du personnage au-delà de sa fin, écoute celles et ceux qui l'ont connu. On parle d'un tempérament presse, d'un humour sec, d'une impatience productive, d'une loyauté têtue. On se rappelle sa manière d'entrer dans une pièce, pas en conquérant, mais en homme déjà plonge dans le dossier, qui lève les yeux. Et dit, ok, on commence où? On évoquait un mari qui s'excusait mal, un père qui promettait trop, un collègue qui revenait s'asseoir après s'être en porte. Les femmes qui l'ont entourent, épouses, collaboratrices, adversaires, racontent un homme qui prenait au sérieux ce qu'elles apportaient à la table. Dans les années où l'on invisibilisait encore souvent le travail des femmes, ce simple fait pèse lourd. L'intime croise encore l'histoire, ce respect-là ne fait pas de manchette, mais il irrigue une culture politique. Au cimetière, plus tard, quand l'agitation aura baissé d'un cran, on viendra marcher en silence. La pierre dit un nom, deux dates, et tout un monde se faufile entre elles. Des adolescents, parfois, liront sans comprendre, des survivants, eux, comprendront sans lire. Il y aura toujours quelqu'un pour se souvenir qu'un samedi d'automne, au bout d'une pelouse, un homme a été happé par ce qu'on croyait que frapper une figure ferait plier un gouvernement. On se trompe souvent sur ce qui plie. La société québécoise pliera, oui, mais pour mieux se remonter, pas pour céder au chantage des arts. Dans ce mouvement-là, la mémoire de Pierre n'est pas une statue, c'est un rappel nerveux que la politique est un métier de chair. Et que les mots ne sont pas des cibles. Reste la question qui griffe, que fait-on d'une mort pareille? On écrit des livres, on tourne des documentaires, on dévoile des plaques, on se dispute encore sur la légitimité de la loi d'exception. Sur le nombre d'arrestations, sur la peur qui circule plus vite que l'information.
On élevait des monuments qui regardent les passants et leur demandent sans le dire, « Pi, qu'est-ce que t'aurais fait, toi ?» Et chez ceux et celles qui ont partagé la table de pierre, le souvenir se stabilise rarement, il vacille entre la fierté d'avoir aime un homme utile et le regret d'avoir dû partager cet homme avec un dehors vorace. C'est peut-être ça, le nerf du drame, pas une théorie, pas un dossier, un partage impossible. On dirait que tout a déjà été dit. Mais l'écho qui suit les tragédies n'est jamais le même son, c'est un mélange de mémoire, de culpabilité, d'entêtement, et de réécriture. C'est là que l'homme redevient personnage, puis, s'il y a justice, redevient encore une fois humain. Pierre Laporte, dans l'après, c'est d'abord un silence qui s'installe autour de la table familiale, des chaises qu'on n'ose pas rapprocher. Un plat réchauffe qu'on laisse refroidir, une blague qu'on retient parce qu'elle frappe trop près de l'os. Ensuite, doucement, c'est la parole qui revient, la parole des proches, des collègues, des adversaires honnêtes, de celles et ceux qui ont vu de près la manière de faire de cet homme et qui refusent qu'on en fasse juste une statue. Ce retour du vivant, il passe par 1000 details, une note manuscrite coincée dans un dossier, une formule sèche mais juste, un rire. Bref, au sortir d'une négociation trop longue, une façon d'appeler les gens par leur prénom pour les ramener au réel quand l'idéologie déborde. Revoir cette matière humaine, c'est accepter la complexité. On peut tenir, en même temps, qu'il fut un ministre impérieux, près de conclure, allergique au flafla, et un collègue attentif. Capable d'accorder 15 minutes à une adjointe à bout d'arguments pour qu'elle puisse justement les boucler. On peut admettre qu'il n'était ni saint ni démon, qu'il a dû composer avec les angles morts d'une époque où le travail avalait le soir, où l'on distinguait mal entre l'absolu de la cause et la fragilité des intimités. On peut aussi reconnaître, sans complaisance, ce que sa présence produisait chez d'autres, une aimantation. Pas la caricature du séducteur en coulisses, mais ce magnétisme brut des gens qui donnent du poids à la parole des autres et qui, ce faisant, attirent confidence et malentendu. Dans son sillage, des femmes de tête, journalistes, collaboratrices, militantes, universitaires, se sont taillées de l'espace, parfois parce qu'il leur en faisait et, parfois, malgré lui. Ça compte, la mémoire n'est pas juste ce qui s'imprime, c'est ce qui circule. On entre alors dans la zone la plus délicate, la manière dont un pays apprend à vivre avec ce qui le dépasse. Au Québec, on a longtemps raconté la crise d'octobre, en faisant s'entrechoquer deux récits, celui de l'État qui s'endurcit et celui d'une dissidence qui se croit héroïque. Entre les deux, on a parfois perdu de vue l'évidence, au centre, il y avait des vies, parmi elles, celle de Pierre Laporte, et autour. Des femmes et des hommes qui ne demandaient pas la lune, juste la paix ordinaire des jours. Replacer la biographie dans cette perspective, c'est réapprendre à regarder les details. Par exemple, la façon dont les débats d'atelier se traduisaient en mesures, comment on ajustait un décret pour qu'il atterrisse dans le monde réel et pas seulement dans les manchettes. C'est un métier. Ça exige du cuir, des épaules, une attention presque obstinée aux effets concrets. Il excellait dans ça. Et puis, il y a la traînée des rumeurs, inévitable autour de tout personnage public. On l'a déjà dit, Laporte écoutait, et l'écoute attire. Dans les couloirs, ce geste peut prendre la forme d'un café prolonge, d'une marche dehors pour aérer un désaccord, d'un coup de fil tard le soir. Dans la bouche de ceux qui aiment la simplification, ça devient un feuilleton. Dans la bouche de celles et ceux qui l'ont pratique, c'est un style, exigeant, parfois abrupt, souvent loyal. Son couple, lui, a dû absorber cette météo capricieuse, les arrivées tardives, les annulations sans avertir, les absences mentales. Au souper, quand la tête reste au bureau. C'est là qu'apparaissent les héroïsmes minuscules, une partenaire qui tient la baraque, des enfants qui apprennent vite à lire les signes, des proches qui couvrent les angles morts. On romantise rarement ces gestes-là, pourtant, ils sauvent des vies ordinaires. Dans la mémoire collective, l'image la plus écorchée, la voiture, le coffre, l'odeur d'huile, a longtemps écrasé le reste. La tâche, maintenant, c'est de remonter la pellicule, image par image, pour rendre à l'homme ses nuances. Revoir le jeune journaliste, qui taille les décombres d'un régime et qui se fait des ennemis à la douzaine. Revoir le député qui s'échine sur des budgets municipaux à l'air sec, où personne n'applaudit jamais. Revoir le ministre qui sort d'une négociation collective au petit matin, les pupilles trop dilatées par la fatigue, et qui prend quand même 2 minutes pour remercier une technicienne pour un tableau qui a évité une bourde.
Revoir le père qui promet qu'il sera là dimanche et qui, parfois, y arrive. Il n'y a pas de grand soir dans ces scènes, juste le travail pointilleux de la vie. Mais c'est là que la biographie se tient, au niveau du grain, pas de l'esbrouf. S'il faut parler des « intrigues », le mot que tu as demandé, lourd, charge, parlons-en honnêtement. Les intrigues qui comptent, ici, ne sont pas des romances de coulisses, ce sont des intrigues politiques, au sens noble et rugueux du terme. Comment obtenir un compromis quand deux camps ne veulent pas céder d'un pouce? Comment tenir sa ligne sans insulter l'autre? Bord. Comment traduire une colère légitime en échéancier, en clause, en virgule? L'intrigue, c'est aussi ce bain révélateur où les personnalités se décantent. Là-dedans, Laporte avait une arme, une combinaison rare d'impatience et d'écoute. Il coupait court quand ça tournait en rond, puis il laissait de l'air au bon moment pour qu'une voix vive, souvent, oui, une voix. Deux femmes qu'on n'avait pas encore entendues déplacent la conversation. Ce n'est pas spectaculaire. C'est efficace, et c'est le contraire d'un folklore masculin de la politique. Revenir à la scène fondatrice, c'est faire face au scandale que sa mort demeure. Non pas seulement parce qu'un ministre a été tué, ce qui est en soi démesuré, mais parce qu'un pays a accepté, l'espace de quelques semaines, de se regarder dans le miroir sans filtre. Ce que beaucoup ont vu alors, la peur, la nervosité, la tentation du raccourci, la soif de justice plus forte que la précision du droit, continue de courir dans nos veines institutionnelles. On le sent encore dans la crispation des débats, dans la facilité qu'on a à monter le volume des grands mots et à oublier le travail bas. Là-dessus, la figure de Laporte agit comme une épingle, elle nous ramenait au concret. Les slogans ne valent que s'ils atterrissent. Les colères ne servent que si elles accouchent de règles habitables. Le deuil est inutile s'il n'améliorait rien. Et les femmes, dans tout ça? Elles ne sont pas des corps. Ce sont elles qui, souvent, tiennent la mémoire en état de marche, juristes qui relisent, professeurs qui enseignent sans élaguer. L'atroce, journalistes qui refusent le sensationnalisme pour raconter au scalpel, collaboratrices qui décrivent un patron exigeant. Mais juste, épouses qui, loin des micros, transforment la douleur en droiture quotidienne. Leur rôle, c'est d'empêcher qu'un récit s'enferme dans un manichéisme commode. Par elle, on retient un homme qui travaillait la matière sociale avec les mains nues, pas un mythe. Par elle, on garde aussi vive l'avertisseuse, le politique n'a pas le droit d'oublier les intimités qu'il traverse. Il reste une dernière image à détourer, celle d'un pays qui ne se définit pas par ses naufrages mais par ses reconstructions. Après l'onde de choc, il y a eu des procès, des remises en question, des livres, des films, des excuses parfois, des entêtements souvent. Le paysage se déplace. On a appris, douloureusement, à tenir deux idées à la fois, que la force de l'État peut dérailler et qu'elle est parfois nécessaire. Pour protéger, que la dissidence est vitale et que la violence l'a défigurée. Entre ces pôles, il y a la politique, pas la joute, pas le vernis, mais ce métier d'hygiène collective qui consiste à réparer sans cesse. Laporte, pour beaucoup, symbolise cet entêtement du quotidien, la conviction que ce qui compte se passe loin des estrades, à la table. Où on ajuste les chiffres, où on revoit les clauses, où on vérifie si ce qui a été dit peut être fait. Alors, comment raconter jusqu'au bout, Pierre Laporte et ses relations avec les femmes, épouses, amies, intrigues, sans sombrer dans la tabloïdisation? En le replaçant là où il a vécu, au croisement de l'ambition et de la fidélité, de l'écoute et de l'impatience, des regards échangent. Dans les corridors et de la tendresse tenace dans une cuisine. En disant qu'il a été contredit, épaule, parfois mal compris, parfois idéalisé, en ajoutant qu'il n'y a pas de biographie honnête. Sans reconnaître les zones floues non pour les remplir de ragots, mais pour y installer du doute bienveillant. En constatant, surtout, que sa mort n'a pas clôturé son histoire, elle l'a projetée dans la nôtre. Chaque fois qu'on préfère une solution concrète à une posture, chaque fois qu'on écoute vraiment quelqu'un qu'on n'attendait pas. Chaque fois qu'on refuse de traiter l'intimité comme un dommage collatéral du politique, on lui fait, sans héroïsme, un salut discret. On referme. Pas en posant une pierre tombale littéraire, ça figerait. Plutôt en laissant une scène ouverte, un couloir du Parlement, tard, les néons qui bourdonnent, deux silhouettes qui marchent en jasant. Bah, il s'arrête, il écoute, il tranche, ok. On fait ça demain. Pas parfait, mais faisable. Puis un veston accroche au dossier d'une chaise, un manteau pris au passage, une porte qui s'ouvre sur la nuit.
Dehors, la ville respire. Chez lui, une lampe laisse une nappe de lumière sur la table. Le reste appartient à la vie, à ses promesses tenues et à ses rendez-vous manques. C'est là que la mémoire, la vraie, aime habiter.